Bonjour à tous, donc je pense que tout le monde est bien Rien. présent. Bienvenue donc à cette visioconférence qui est aujourd'hui donc dédiée à l'histoire de la Chambre du Roi à Versailles. Pour cette visioconférence, on est très heureux d'accueillir Madame Catherine Pellet de Saint-Maurice, qui est conférencière au Château de Versailles Oui, oui, et merci. que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Avant de lui laisser la parole afin qu'elle se présente et qu'elle commence cette conférence, je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à éteindre peut-être vos caméras ainsi que vos micros pour garantir une meilleure qualité du son et de l'image durant donc, la conférence. Et puis, à l'issue de la présentation, bien évidemment, je vous réinviterai donc à rallumer votre micro et votre caméra pour le temps d'échange et de questions qui est prévu. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser donc avec notre conférencière du jour et puis je vous souhaite une très bonne conférence et moi je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Bon, moi, je prends le relais alors. Donc, bonjour à tous. Bon, comme on le disait, certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Donc, je suis Catherine Pellet de Saint-Maurice. Je travaille au château depuis très longtemps, depuis les années 80. Et donc, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour cette présentation de la Chambre du Roi. Alors, c'est une visite qui sort un peu de ce que nous avons l'habitude de faire au château de Versailles. Et j'espère que vous pourrez redécouvrir à travers ce que je vais vous présenter la pièce. Alors, c'est vrai que nous sommes privés, évidemment, de la fréquentation des lieux, mais lorsque le document que je vais vous présenter a été conçu, l'idée était de permettre de voir, de découvrir certains aspects de la pièce auxquels on ne peut pas forcément prêter attention. Enfin bon, je ne vous en dis pas trop, hein. L'essentiel maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais donc lancer le document. Alors oui, je vous le précise, pour cette présentation, je vais utiliser deux types de documents, un ensemble de vues, un peu comme un PowerPoint, et puis également un panoramique à 360. Alors, je vais essayer de le manœuvrer avec aisance, hein, mais bon, vous ne m'en voudrez pas trop si parfois vous avez l'impression que ça tangue. L'objectif, bon, c'est pas de vous donner la nausée, mais malheureusement, parfois, ce n'est pas aussi fluide que je l'aimerais. Alors voilà, je viens d'ouvrir voilà, je vais arrêter la caméra aussi, comme ça vous m'entendrez et vous ne me verrez plus. On va se focaliser sur les images simplement. Et donc voilà, vous voyez à l'écran le plan. Je vais suivre pour vous parler de la chambre du roi. Donc dans un premier temps, on abordera le décor, l'ameublement de la pièce de 1701 jusqu'à nos jours. Et puis ensuite, il sera question des usages et fonctions de la pièce. Et puis en dernier lieu, la dimension symbolique. Alors, ce que je vous propose, oui, il faut vraiment que j'arrive à pousser la barre. Attendez, je suis assistée un petit peu parce qu'il y a des moments où je ne suis pas très au point. Et en fait, je voudrais récupérer le 360. Et c'est vrai que si je vois la barre, voilà, excusez-moi, ça fait un peu cuisine interne, mais voilà, vous êtes tous passés tout en bas de l'écran et ça va me permettre maintenant de vous donner l'impression, en actionnant le 360, que nous sommes vraiment dans la chambre du roi. Alors, cette pièce qui vous est certainement assez familière, hein, je pense que la plupart d'entre vous a eu l'occasion déjà de visiter la chambre du roi à Versailles. Cette chambre, lorsque nous y entrons aujourd'hui, eh bien, n'est pas dans l'état où elle se trouvait exactement au XVIIIe siècle. Telle que nous voyons la pièce, c'est le résultat d'une restauration, d'une restitution qui ont été effectuées pendant les années 1960-70. Et c'est donc en 1980 que la Chambre du Roi, après ces longues années de restauration, a été à nouveau accessible au public et telle que nous la voyons. Ça, je voulais donc vous le rappeler. Et c'est vrai qu'au cours de cette présentation, je vais évidemment vous montrer des éléments restaurés. On parlera un peu du choix de restauration et autres. Alors déjà, donc, si vous suivez ma petite flèche, nous avons sur le côté donc, gauche, quand je suis face
face à l'écran, ici une grande porte, et à côté de la chambre dite du roi, eh bien, se trouve l'antichambre de l'œil de bœuf. Donc, on pénètre là dans la chambre. Vous vous rendez compte que c'est une pièce de vastes proportions. Même si à l'écran tout paraît un peu réduit, mais bon, je vous le rappelle, c'est une pièce qui fait à peu près 10,50 m de hauteur. Hein, voilà, on va passer jusqu'au plafond. Un plafond qui est voûté, qui est orné en son centre d'une moulure. Et puis, donc, si je redescends un petit peu, donc là, le mur sud de la pièce présente une cheminée au centre, surmontée d'un miroir, et puis de part et d'autre, des portes. Une ouverte menant vers l'antichambre de l'œil de bœuf, une autre dissimulée par des rideaux. Vous voyez les colonnes plates également, ce qu'on appelle des pilastres en architecture, qui guident verticalement le regard et qui nous mènent non pas directement au plafond, mais à une corniche qui sépare un premier niveau d'un deuxième, qu'on a coutume d'appeler soit second étage, soit attique, et qui est orné de ce côté de plusieurs peintures. Si je tourne un petit peu, je voudrais aussi vous montrer, alors là, c'est là que la manipulation devient un peu délicate. Vous m'excuserez, hein, c'est vraiment ce que je manie avec le moins d'aisance. Voilà. Alors, j'aurais voulu vous montrer les fenêtres. Il y a 6 fenêtres en tout dans la pièce, 3 à la hauteur des panneaux que je vous montrais. Et puis, vous n'allez pas les voir parce que je n'ai pas pris assez de recul, mais bon, j'y arriverai. Hein. Au-dessus des 3 fenêtres principales qui ouvrent sur le grand balcon de l'audio, on a, là je vous les indique juste avec la pointe, 3 autres fenêtres plus petites. Bon, en fait, il aurait fallu que je prenne un peu plus de recul pour vous montrer. Alors là, nous tournons, nous tournons, nous tournons. Je vais revenir voilà, ici, c'est très bien. Et donc voilà, l'autre mur, le mur nord de la chambre, qui présente exactement la même organisation que le mur sud que je vous commentais tout à l'heure. Et puis enfin, côté ouest, nous voyons que la partie qui est la plus meublée est séparée du reste au moyen d'une balustrade en bois doré. Et au-dessus du lit royal, on y reviendra, se trouve une grande représentation sculptée. Voilà, j'espère que ça vous a permis de reprendre un peu la mesure des lieux. Donc, je vous le disais, 10,50 m de haut pour la pièce et à peu près 100 mètres carrés. Donc, c'est vraiment un espace immense. Alors, si on avance un peu maintenant dans notre présentation, nous voilà maintenant confrontés à un plan pour vous aider à vous situer et puis aussi pour vous rappeler bien que Louis XIV, vous avez vu l'intitulé, va utiliser cette chambre à partir de 1701. On parle de la chambre du roi de 1701 jusqu'à nos jours, mais vous êtes familier avec l'histoire de Versailles et vous savez que Versailles n'est pas devenue la résidence de Louis XIV en 1701. Tout commence beaucoup plus tôt d'ailleurs, hein, qu'à partir du début des années 1660. Louis XIV vient de façon de plus en plus régulière à Versailles, alors que le château n'est qu'une petite résidence. Hein, et donc, pour mémoire, je vous le rappelle, voyez la cour de marbre mentionnée ici, les bâtiments, les salles qui entourent la cour de marbre correspondent au pavillon de chasse que Louis XIII, excusez-moi, avait fait construire. Et par étapes successives, Louis XIV a fait agrandir donc le château. Et à la fin des années 1660, l'architecte Levaux a enveloppé le château initial de 3 bâtiments donnant côté nord, côté ouest et côté sud. Et cela va permettre d'avoir de vastes espaces, notamment que nous connaissons côté nord sous le nom de Grand Appartement du Roi, côté sud, Grand Appartement de la Reine. Et vous voyez en jaune, il y a 2 pièces qui sont mises en évidence, le salon d'Apollon et le salon de Mercure. Le salon d'Apollon a été l'une des premières chambres du roi Louis XIV à Versailles. Ensuite, ce sera le salon de Mercure. Non, parce qu'après, il nous demande de désactiver le son, mais ça, c'est.
Oui, alors effectivement, j'ai l'impression que certains participants n'ont pas désactivé le son, quoi. Bon, moi, ça ne me gêne pas, hein, mais c'est peut-être une question de confort pour vous, quoi. Alors, Ah, lorsque la cour s'installe complètement à Versailles en 1682, Louis XIV très vite abandonne les salons dits du grand appartement pour s'établir autour de la cour de marbre. Et là où vous voyez l'antichambre de l'œil de bœuf, il faut imaginer jusqu'en 1701 deux pièces. Ici, une antichambre et là, la chambre du roi. Vous avez remarqué aussi que nous sommes contre la Galerie des Glaces. Ça, c'est important. Lorsque l'architecte Levaux agrandit Versailles à la fin des années 1660, il n'aménage pas une galerie là où elle se trouve aujourd'hui, mais à cet emplacement, à peu près là, se trouve une vaste terrasse. Et la pièce centrale du château est devenue très rapidement un salon permettant de rejoindre la terrasse. Et au moment de la transformation de Versailles en résidence officielle, en siège politique, vraiment en siège capital politique du royaume, et bien que l'architecte Ardoin Mansart, qui a succédé à Levaux, va aménager la vaste galerie. Et jusqu'en 1701, jusqu'à ce que Louis XIV décide d'occuper la pièce centrale comme chambre à coucher, eh bien, que le salon communiquait avec la galerie des glaces. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec tous ces détails chronologiques, mais c'est au moins pour vous rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Hein. La chambre du roi, qui vous paraît depuis toujours au centre du château, en fait, ne l'est réellement qu'à partir de 1701. Enfin, Louis XIV trouvait que la chambre précédente était très incommode, elle manquait de volume et le salon central était utilisé que le matin pour une partie des cérémonies dites du lever du roi. On surnommait même le salon central salon où le roi s'habille. Vous voyez ce qui marquait que, bien sûr la fonction de la pièce. Alors, rejoignons la chambre maintenant. Et je vous propose de détailler cette pièce côté par côté. L'intérêt de notre visite. Je me doute bien que si nous étions ensemble dans la chambre du roi, vous seriez déjà totalement épuisés en étant debout et en suivant ces commentaires, là, beaucoup plus confortablement. Vous allez pouvoir découvrir des choses auxquelles nous ne pouvons pas faire attention de la même façon. Alors, première précision déjà, comme je vous l'ai dit, lorsque nous sommes dans la chambre du roi actuellement, nous sommes dans un état restitué. Et pour aborder ce sujet, eh bien, je voudrais que nous nous approchions un petit peu du lit qui occupe la partie centrale de l'alcôve. Alors, j'appelle alcôve cette partie qui est derrière la balustrade en bois. Et dans une chambre, hein, qu'elle soit royale ou non, de toute façon, l'objectif majeur est a priori de pouvoir dormir, donc il est normal de trouver un lit. Louis XIV avait utilisé dans cette pièce un lit tout à fait semblable à celui qui a été restitué. Des documents d'archives ont permis de redonner au lit refait les proportions d'origine. Alors, c'est un lit dit à la française avec une partie supérieure qu'on peut appeler baldaquin, dais, enfin, vous pouvez choisir le terme qui vous conviendra le mieux, ciel aussi, pourquoi pas. Et quand on est dans une formule de lit dit à la française, eh bien, il y a des rideaux qui sont fixés aux angles de la partie supérieure. Et à l'intérieur de ces mêmes rideaux, qui sont là donc sur les côtés, se trouvent d'autres rideaux qui viennent clore complètement le lit. Vous le soupçonnez, vous vous en souvenez peut-être aussi, mais bon, la pièce dont je vous parle est gigantesque. Et se chauffer à Versailles au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était une vraie gageure, comme dans beaucoup de résidences également. Et donc, on avait l'habitude, depuis fort longtemps déjà, depuis le Moyen-Âge, d'entourer les lits de rideaux, de façon à ce qu'on les ferme bien pour se protéger du froid la nuit. Et il y avait un autre usage dans les grandes résidences, c'était de ne pas utiliser les mêmes étoffes pour les murs, les lits, les sièges, selon les périodes de l'année. On voit apparaître la notion de meubles d'hiver et de meubles d'été.
Et dans la chambre de Louis XIV, donc à partir du printemps, vers Pâques en général, on mettait en place le meuble d'été. Et puis, quand la Toussaint arrivait, les périodes froides de l'année, le meuble d'été était retiré au profit de la mise en place d'un meuble d'hiver. On appelle meuble en fait l'ensemble des tissus mobiles. Donc, cela concernait les tissus muraux, mais aussi la garniture complète du lit. Lorsqu'il a été décidé de restaurer cette pièce de manière absolument théorique, hein, on avait le choix entre un état d'été et un état d'hiver. Le choix n'existe pas en réalité parce qu'aucun vestige des tissus de l'époque de Louis XIV ne subsiste. Et il a été décidé, pour avoir une harmonie avec l'ensemble des restitutions faites à l'intérieur du château, de faire retisser à Lyon un modèle de tissu d'été correspondant au début du règne de Louis XV. Il y a des archives écrites qui permettent de bien documenter les choix de restauration. Et donc là, vous allez découvrir un petit peu mieux que le type d'étoffe. Ce tissu est un brocart. Le brocart est une étoffe dont la structure de base est la soie, c'est ce que nous voyons là en rouge, mais le brocart est une étoffe qui introduit dans le tissage des fils d'or, des fils d'argent, et puis il y a en général un travail de broderie supplémentaire, comme vous le distinguez peut-être pour ces petits éléments. Alors, fil d'or, le fil d'or, c'est un fil de soie entouré d'une lamelle d'argent doré. Donc, le fil d'argent, c'est la même chose, mais sans dorer la lamelle. Donc, voilà ce détail du brocart. Le lit, ça, voilà, c'est quelquefois la plaisanterie. Alors, est-ce que vous connaissez le lit du roi? Eh bien, cette fois-ci, je crois que c'est chose faite. Donc, vous voyez le dessus de lit. Alors, si on veut parler un peu plus royalement, hein, c'est une courte pointe. Le terme de dessus de lit, c'est beaucoup trop prosaïque. Donc, vous voyez cette courte pointe qui est ornée également d'éléments rapportés. Vous voyez le traversin, la tête de lit, toujours avec ces motifs. Et on se rend bien compte, hein, quand on voit le revers des tissus, de ce travail de broderie également, avec des ajouts de franges aussi. Alors, ces étoffes de brocart étaient d'un poids considérable, hein. Les deux tissus, les tissus commandés à l'époque de Louis XIV n'ont pas tous été utilisés pendant de très longues années, hein. Le tissu d'été se trouvait dans la chambre du roi au moment où celui-ci est mort, quand Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, quelques jours après, le mobilier et les étoffes de la pièce ont été donnés au premier gentilhomme de la chambre. Donc, on a perdu la trace définitivement de tout l'ensemble. Et les tissus d'hiver, le meuble d'hiver, ainsi qui avait été exécuté, eh bien, lui a été conservé jusqu'à l'époque de Louis XVI, envoyé à quelques années avant la Révolution, et cela avait permis de restituer plus de 80 kilos de métal précieux. Donc, vous voyez ce que représentaient ces brocarts, un coût absolument faramineux, et puis également une très grande virtuosité sur le plan technique. Alors, le mobilier des mêmes étoffes, là je voudrais permettre de vous approcher un petit peu plus d'un fauteuil. Quelques meubles de la pièce, soit 2 fauteuils, 12 tabourets, sont à considérer comme des meubles meublants, hein, présents pour garnir la pièce dans certaines circonstances, lorsque parfois des dames de la famille royale étaient autorisées à aller dans la pièce, eh bien elles pouvaient s'asseoir sur les tabourets notamment, mais bon, ça reste un usage très très marginal. Et donc, comme vous le constatez, que ce fauteuil qui a été donné par un collectionneur, Arturo Lopez Wilshaw, est orné exactement des mêmes motifs du même brocart que le lit ou les étoffes murables. Alors, au moment de la réalisation des brocarts,
La conservation du château a eu l'occasion de retrouver un modèle de brocart que l'on a cru être celui de l'époque de Louis XIV. Et puis finalement, il s'est avéré que c'était un brocart plus tardif correspondant à la dernière commande de Louis XVI. Vous voyez, je crois que je vais vous embrouiller avec toutes mes informations d'antiquaire. Une chose donc est vraiment essentielle ici, c'est l'état d'été, et on a privilégié une restitution la plus approchante possible, bien sûr, de ce qu'était la pièce sous l'Ancien Régime. Alors, de part et d'autre du lit, se trouvait à l'époque de Louis XIV, quand il y avait les tissus d'hiver, le meuble d'hiver, de part et d'autre du lit, il y avait deux tableaux. Une toile du dominicain montrant un sujet à la connotation très politique et religieuse en même temps. Le roi David jouant de la harpe. David, roi musicien, bien sûr, mais aussi premier roi sacré de la Bible. Et cette œuvre ne figure plus maintenant dans la chambre du roi, puisque, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'état d'épée qui a été restitué, mais vous pouvez voir le tableau, toujours au château de Versailles, dans les salons du grand appartement du roi. Et il en est de même pour l'autre peinture qui était accrochée l'hiver, de l'autre côté du lit, une toile là encore d'un artiste italien, Innocenzo da Imola, montrant l'évangéliste Saint Jean, Saint Jean à Patmos. Vous voyez Saint Jean qui est assis ou qui surmonte un aigle. Voilà, et dernier point de ce côté, je voudrais attirer votre attention sur le tapis. Ce tapis est en deux parties qui sont identiques, de part et d'autre du lit. C'est un tapis qui a été refait dans les ateliers de la Savonnerie, qui sont maintenant rattachés aux ateliers des Gobelins, là où est le mobilier national dans le 13e arrondissement à Paris. Ce tapis a été refait entre 1979, 1985, 86 à peu près. Et il a été refait d'après le modèle qui avait été livré pendant les premières années du règne de Louis XV. Alors en effet, je voudrais quand même faire un tout petit rappel chronologique, même si je sais que vous connaissez bien les grandes lignes de l'histoire de Versailles, mais Louis XIV donc, utilise cette chambre de 1701 jusqu'à sa mort, le 1er septembre 1715. Pendant les années de la Régence, Versailles est délaissé, et puis Louis XV revient à Versailles en 1722, et la grande chambre dont je vous parle va être pleinement sa chambre à coucher, jusqu'à ce qu'il fasse aménager des appartements privés qu'il occupe à partir de 1738. Dans les nouveaux appartements privés, le roi dispose alors d'une chambre pour dormir. Et la chambre dite de Louis XIV, à partir de 1738 jusqu'à la Révolution, donc dans la deuxième partie du règne de Louis XV et sous Louis XVI, une pièce essentiellement dédiée au cérémonial de la vie de cour. Mais à partir de 1738, ce n'est plus la pièce où le roi dort. Alors, nous allons poursuivre notre découverte des décors en nous intéressant maintenant au mur sud. Donc, vous vous souvenez, antichambre de l'œil de bœuf sur le côté gauche. Alors, vous aviez remarqué la parfaite symétrie des décors, côté nord, côté sud, et puis ce rythme ternaire qui est intéressant, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une cheminée au centre, surmontée d'un miroir, l'usage des pilastres de part et d'autre, ce qui architecture vraiment la pièce et fait probablement que nous ne nous sentons pas totalement perdus dans cet espace qui est gigantesque. Alors, en ce qui concerne les cheminées, aujourd'hui, il y en a deux. À l'époque de Louis XIV, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque de Louis XIV, il y avait, quand la pièce était un salon, une seule cheminée. Elle se trouvait du côté sud, et je vais vous montrer ce dessin qui vous permet de découvrir, alors c'est mentionné chambre du roi, mais ça correspond à l'état précédent du salon. Voilà comment était la cheminée à l'époque de Louis XIV, avec donc un manteau un peu plus haut que le manteau actuel, et puis surtout surmonté de miroirs, certes, mais des miroirs il ne s'agissait pas d'un miroir d'une seule pièce, avec une garniture de vase. Voilà, c'est à l'époque de Louis XV que deux cheminées
vont être nécessaires dans la pièce. Mais Louis XV n'a pas fait mettre en place la deuxième cheminée à l'époque où il dormait dans la pièce. La deuxième cheminée va être ajoutée au milieu du XVIIIe siècle. Louis XV trouvait que cette chambre était une vraie glacière. Il faut dire les choses comme elles sont. Et on avait même envisagé de mettre un poêle. Ça risquait d'être tellement laid qu'assez rapidement, on a décidé de mettre plutôt une deuxième cheminée, quitte à utiliser des marbres et un aménagement provisoire. Et c'est en 1757 que les deux cheminées actuelles donc, sont mises en place avec des marbres de couleur. Alors, moi, je les vois gris, mais on parle de bleu turquin. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques détails lorsque nous serons de l'autre côté de la pièce. Voilà, donc cheminée ici, surmontée d'un miroir qui est arrondi, qui est cintré. Vous voyez aussi par rapport à tout à l'heure la différence de décor avec ces groupes, ces enfants qui sont sculptés, des poutis, les personnages féminins également. Alors, de part et d'autre de la pendule qui date de la fin du XVIIIe siècle, voilà, que je vous la présente un petit peu mieux. C'est un dépôt du président Giscard d'Estaing à Versailles. Voilà, de part et d'autre de la pendule se trouvent des vases. Alors, j'espère ne pas me tromper en ouvrant, c'est le bon visuel. Des vases en marbre jaune de Sienne qui ne font absolument pas partie du décor de la pièce, que l'on soit sous Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Ce sont des marbres qui ont appartenu au premier frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence, le futur Louis XVIII. Ce sont alors des vases, en fait, des vases candélabres. Je pense que vous avez remarqué à l'extrémité des branches de lys quelques bobèches, et bien sûr maintenant c'est un système électrifié, mais autrefois des bougies se trouvaient là. À l'époque de Louis, j'arrive à fermer mon visuel, parce que excusez-moi, là j'ai un petit flottement, mais ça marche. Voilà, à l'époque de Louis XVI, en 1780, sur la cheminée ont été mis en place deux vases en porcelaine de Sèvres, dont les décors peints avaient été réalisés par Chapuis, l'un des peintres de la manufacture de Sèvres. Ce sont des objets qui avaient été présentés au roi au moment de cette espèce d'exposition, de salon de porcelaine qui avait lieu annuellement au moment de Noël dans les appartements privés de Louis XVI. Et Louis XVI avait probablement été séduit par le décor des vases. Et là, je vous laisse admirer le détail et plus particulièrement regarder le détail des peintures. Alors, vous avez remarqué là un rocher percé qui est d'inspiration extrême orientale, chinoise, ce décor de pagode, ce décor de jardin. Si vous trouvez une connotation royale, là, je vous féliciterai, parce que très sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Bon, ça n'enlève rien au caractère admirable du décor peint, bien évidemment. Voilà, l'autre vase avec cette vue aussi qui évoque la Chine. Donc, vous voyez vraiment le détail là, des couleurs. Alors, ces vases ont été rachetés par le château en 1998. Alors, en effet, ça aussi, c'est un aspect dont je ne vous ai pas parlé. En ce qui concerne la chambre du roi, on ne peut pas trop incriminer les ventes révolutionnaires pour le manque de mobilier d'origine, puisque déjà à la mort de Louis XIV, le mobilier de la chambre avait été donné au duc de Trêmes, le premier gentilhomme de la chambre. Et puis, bon, certes, il y a eu que la dispersion du mobilier royal pendant la Révolution, mais ça n'a pas eu de conséquences réelles sur. Enfin, ça n'est pas ce qui a été le plus gênant pour restituer cette pièce. Alors, un détail de boiserie maintenant. Donc, vous voyez un petit peu mieux encore les pilastres avec ces cannelures, ce décor de petit feuillage qui intervient ici, et puis un chapiteau qui est d'ordre tout à fait composite.
avec là les feuilles d'acanthe des chapiteaux corinthiens, mais les enroulements d'un chapiteau ionique, avec la partie supérieure, voilà, un petit, on ne va pas voir mieux, un petit visage. Alors, passons maintenant au décor peint. Et Louis XIV avait choisi vraisemblablement les œuvres qui figuraient dans sa chambre. C'est probablement le reflet du goût personnel du roi. Louis XIV aimait les artistes de l'école italienne, de l'école flamande également, et le roi était très satisfait de posséder dans ses collections deux œuvres qui, à l'époque, étaient reconnues comme de véritables toiles de Van Dyck. Ici, le portrait d'un chef militaire, François de Montcade. Et de l'autre côté, alors ce n'est plus Van Dyck, et là nous rejoignons un sujet qui n'est plus du tout profane, une représentation du cousin de Jésus, Saint Jean-Baptiste. C'est une toile de Caracciolo. Et dans la partie haute, eh bien, que le décor qui avait été choisi par Louis XIV est encore en place. Et là, je crois que c'est un des aspects les plus séduisants de la présentation. Enfin, je ne fais pas je ne m'auto-complimente pas, hein, la question n'est pas là, mais j'espère vous faire partager autant. Vous vous doutez bien que si nous étions ensemble dans la chambre, je ne vous proposerais pas de grimper en rappel le long des boiseries dorées pour voir les détails des peintures. Mais là, reconnaissez que, bon, moi j'ai eu la même impression. Je crois qu'on n'a jamais vu ces peintures telles que nous pouvons les découvrir en ce moment ensemble. Ce sont aux angles de la pièce la présentation de 4 toiles de Valentin de Boulogne, un artiste né en France du côté de Coulommiers et qui est né à la fin du XVIe siècle et qui a fait une carrière italienne. Il part à Rome très jeune et à Rome, eh bien, il va côtoyer Poussin, il va côtoyer un certain nombre d'artistes français, mais aussi être au contact de peintres qui se trouvaient être les émules de l'un des plus célèbres à l'époque, hein, par les frasques un peu de son existence, mais aussi par le renouvellement complet dans la représentation humaine, le Caravage. Et ici, nous voyons la représentation de Saint Matthieu, l'évangéliste Saint Matthieu, qui est représenté avec un ange, hein, c'est selon la vision d'Ézéchiel, qui détermine le tétramorphe. Chaque évangéliste est associé soit à un personnage, soit à un animal. Regardez les détails. Vous voyez déjà la composition ici, hein, une composition en forme de triangle avec au sommet le visage de Saint Matthieu, le choix des couleurs. Valentin de Boulogne est un coloriste très, très remarqué à l'époque. On a le contraste ici avec une grande économie de moyens entre l'étoffe rouge et puis cette tunique bleue très sombre. Regardez aussi le traitement des ailes de l'ange, le blanc ici et la façon dont la lumière se pose juste pour donner un peu de relief. Et découvrez que ce visage de Saint Matthieu, je trouve qu'il a quand même les cheveux assez grands, hein, soyons honnêtes. Regardez ce visage très ridé, il n'y a pas la moindre concession. Regardez ses yeux, les poils, la barbe, etc. Donc c'est un homme très âgé, un homme qui ne paraît pas d'une fortune tout à fait considérable. Regardez aussi les mains. Et là, on a un détail que j'aime qui permet de voir le contraste entre les carnations, bien sûr, de l'ange et puis la main de Saint Matthieu. Je ne sais pas si vous aviez repéré, mais regardez son ongle notamment. Ce sont les mains d'une personne qui travaille durement ou qui, en tout cas, ont été bien noircies par l'usage de l'encre pour écrire. Puis nous avons donc le détail ici du texte. Alors, le tableau suivant, toujours une œuvre de Valentin de Boulogne. Si je clique
était au bon endroit, ce serait mieux. Et le voilà. Cette fois-ci, il s'agit d'une scène du Nouveau Testament qu'on appelle le tribut de César. Jésus, ici, est en présence de deux pharisiens qui sont en train de lui poser la question piège. Est-ce qu'il faut payer l'impôt dû à l'occupant romain? Selon la réponse de Jésus, de toute façon, ça ne pouvait pas aller. Et l'idée des deux hommes était de piéger Jésus. Jésus va d'une certaine manière piéger les pharisiens en leur demandant avec quel type de monnaie ils envisageaient de payer. Et quand vous le constatez, eh bien, que les hommes sortent un écu romain, Jésus prononce alors des phrases qui sont restées très célèbres. Bien, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à... Peut-être que je vous demande ça. Bon, excusez-moi, voilà, du moment que ça passe, c'est l'essentiel. Donc, le tribut de César, vu sur un autre évangéliste, ici, Saint Luc. Regardez que les cornes du taureau qui forment un peu comme une auréole et qui sont d'une certaine manière l'écho aussi de ce nimbe très très léger qu'on aperçoit au-dessus de la tête de Saint Luc. Alors, nous allons changer de côté maintenant, comme je pense que je ne fais pas d'erreur, c'est parfait. Alors, revenons vers la cheminée pour vous présenter tout de même ce buste. Bon, c'est une œuvre qui n'a jamais figuré dans la chambre du roi, quelle que soit l'époque. C'est un portrait de Louis XIV par Coisevaux et qui ornait l'escalier des ambassadeurs. Voilà, Louis XIV est âgé d'une petite quarantaine d'années, là, donc vous voyez, ça correspond à l'apparence qu'il avait quand Versailles est devenu sa résidence officielle. Bon, ça, c'est une présentation qui est tout à fait muséographique. Alors, nous avons à nouveau les vases. Là, je ne reviens pas, mais ce que je souhaitais vous montrer, c'est le détail des bronzes des cheminées. Donc, ne l'oubliez pas, les deux cheminées actuellement en place datent de Louis XV. Et à l'époque de Louis XIV, donc dans un premier temps, il y a eu une cheminée côté sud. Quand la pièce est devenue une chambre, la cheminée est passée du côté nord, que je suis en train de commenter. Et puis, donc, Louis XV, qui a vraiment trop froid, décide de faire installer deux cheminées. Et en 1757, le bronzier Caffieri réalise ces modèles de buffles de lion. Vous pouvez voir à droite et à gauche les deux cheminées. Sur un modèle très Louis XIVien. Caffieri, vous connaissez une de ses œuvres extraordinaires, c'est la monture de bronze doré de la pendule de Passement qui est dans l'appartement privé de Louis XV. Alors, poursuivons avec le décor peint maintenant. Faisant face à Saint-Jean-Baptiste côté sud, nous avons ici Marie-Madeleine par le dominicain également. Bon, ça permet de voir un petit grossissement ici, avec un petit peu plus de détails encore. Voilà, et de l'autre côté, je suis un peu fâchée avec les flèches, donc voilà. De l'autre côté se trouve l'autre œuvre de Van Dyck, donc un autoportrait de Van Dyck. Oui, il y avait seulement deux œuvres à caractère, enfin il y a actuellement seulement deux œuvres à caractère profane dans la pièce, les deux toiles de Van Dyck. Et puis, si nous retournons vers la partie supérieure, voilà l'un des évangélistes, celui qui est toujours représenté jeune, Saint Jean. Vous distinguez que l'aigle, le bec qui ressort un petit peu, les caractères grecs ici, la plume que Saint Jean est en train de tremper dans l'encrier, et puis ce traitement donc très caravagesque des lumières, des étoffes, des effets d'ombre, de clair-obscur également. Vous voyez le visage qui est en partie masqué, mais dans ce côté ressort la lumière qui tombe pleinement sur l'épaule et le buste, le torse plutôt du personnage.
Alors, au-dessus du miroir, une toile de Giovanni Lanfranco. C'est une peinture qui était dans la pièce, non pas à cet endroit-là, quand la pièce était au-dessus de l'actuel lit. Et là se trouvait une autre toile de Valentin de Boulogne représentant une diseuse de bonne aventure. C'est une toile qui est maintenant au musée du Louvre, mais qui n'a pas pu être remise à sa place initiale. Et donc, lors des restaurations, on a décidé de mettre en place cette toile qui illustre une scène de l'Ancien Testament, Agar et l'ange. Agar, c'est la servante d'Abraham et Sarah dans le livre de la Genèse. Agar va être enceinte des œuvres d'Abraham, va se moquer de Sarah, stérile, et Agar, ne supportant pas que le regard de Sarah, eh bien, va s'enfuir dans le désert, mais sera reconduite auprès de Sarah et Abraham par l'ange que vous voyez ici. Et enfin, avec une dernière toile de Valentin de Boulogne. Alors, certains ont peut-être souvenir d'avoir vu que ces quelques toiles de Valentin de Boulogne au musée du Louvre. Il y a eu une exposition il y a quelques années, et notamment Saint-Marc, puis l'autre toile que je vous présentais tout à l'heure avec les détails, Saint-Mathieu, avait été exposée. Alors, vous retrouvez là donc, même type de visage, sans la moindre concession. Regardez cet aspect très décharné du buste ici, la lumière qui tombe sur le front. Nous avons le détail à nouveau des mains, du livre. Et puis le lion, avec la main encore. Voilà, je suis certaine que quand vous pourrez retourner dans la chambre du roi, vous ne la verrez plus du tout de la même manière. Voilà. Alors, cette partie était un petit peu longue. J'espère que vous n'êtes pas trop, trop lassés. Et je vous propose de continuer en abordant cette fois-ci, je n'actionne pas comme il faut. Voilà, le devenir de la pièce, mais je vais être assez rapide là. Déjà après 1715, ça, je vous en ai parlé un petit peu, à la mort de Louis XIV, donc le château reste inoccupé et Louis XV donc réutilise la chambre de 1722 jusqu'en 1738 pour y dormir vraiment. Et après, je vous l'ai déjà dit, donc la pièce va être le lieu des cérémonies de la vie de cour. Et dans les grandes lignes, c'est une pièce qui ne connaît pas de bouleversement fondamental. La Révolution arrive, Versailles cesse d'être une résidence officielle, et bon, je fais grâce de toutes les étapes de l'histoire de Versailles, mais au début des années 1830, Louis-Philippe décide de réutiliser Versailles pour en faire un musée d'histoire, et l'ancienne chambre de Louis XIV bien, est intégrée au nouveau parcours des grands appartements. Nous n'avons pas de vue de la pièce telle qu'elle était à l'époque de Louis-Philippe, mais deux vues que je voudrais vous montrer maintenant, qui datent du Second Empire, mais qui ne présentent pas de modifications significatives par rapport au choix de Louis-Philippe. Louis-Philippe souhaitait vraiment que les visiteurs revenant à Versailles pour s'imprégner de toute l'histoire de la France, à toutes les gloires de la France, Louis-Philippe avait souhaité bien que les visiteurs comprennent ce qu'était l'ancienne chambre de Louis XIV. Il avait fait mettre un lit qui est aujourd'hui exposé dans le salon de Mercure, un lit en grande partie du XVIIe siècle. Vous reconnaissez peut-être ici un portrait que vous avez vu déjà dans les salles du XVIIe siècle au château, un portrait de Louis XIV fait en cire. Et puis là, on le verra mieux sur le document suivant. Ici, nous avons une autre vue, toujours datant du Second Empire, donc montrant le portrait en cire et puis l'étoile qui avait été accrochée. Il ne s'agit plus du dominicain, du roi David ou de Saint Jean à Patmos, mais en revanche, dans la partie haute de la pièce, vous reconnaissez les évangélistes de Valentin que je vous ai montré tout à l'heure.
Et là, nous avons comme une représentation de la reine Marie-Thérèse, la mère de Louis XIV, épouse de Louis XIV ici, pardon, avec la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Je finis par m'y perdre. Il va être temps de retourner au château pour revoir tout ça. Et au-dessus de la cheminée, c'était le portrait de la duchesse de Bourgogne, la mère du jeune Louis XV. Et là, c'est pareil, duchesse de Bourgogne, et puis ici, un portrait du duc de Bourgogne. Voilà, c'est une pièce qui est restée quasi inchangée jusque dans les années 1940, jusqu'aux années 50 quasiment. Voilà, une vue qui date du tout début de la Seconde Guerre mondiale, vu qu'il n'y a pas de différence majeure. Voilà, alors maintenant, après avoir longuement décrit la pièce, je souhaiterais tout de même que l'on évoquait un peu plus ce qui se passait dans la chambre. Bon, la chambre d'un personnage de haut rang, à cette époque, est considérée comme la pièce la plus importante de son appartement. Ça, déjà, c'est un point qui est essentiel. Et une chambre d'un personnage ayant une place importante dans la société est à la fois un lieu, certes, pour dormir, mais très souvent, ces personnages ont aussi une chambre, une petite chambre, une chambre de commodité qui sera plus confortable. Et la chambre va être le lieu de très nombreuses activités. Ça n'a rien à voir avec l'intimité de nos chambres à coucher aujourd'hui. Alors là, vous voyez donc le lit royal, imaginez-le fermé, Louis XIV à l'intérieur, en chemise de nuit, c'est un homme moderne, voilà, il ne dort pas de nuit, il dort en chemise, c'est très nouveau, il a un bonnet de nuit sur la tête et il ne dort pas seul dans la pièce puisque près de la balustrade se trouvait toujours la nuit un lit de camp qui était destiné au premier valet de chambre du roi. Les rideaux étaient fermés de part et d'autre du lit et vers, alors ça varie un petit peu, mais enfin pas énormément, vers 7h30, 8h en général, le premier valet de chambre qui était réveillé le premier, eh bien, rallumait le feu dans la cheminée ou le faisait entretenir par les garçons de fourrière et le valet s'approchait des rideaux du lit, les écartait, sire, voilà l'heure. Et donc la journée de Louis XIV commençait. C'est dans sa chambre que le roi recevait dès son réveil son premier médecin, son premier chirurgien, chargé de sa toilette, chargé de sa santé aussi. C'est là aussi que le roi, restant au lit, récitait quelques premières prières. Et puis le roi ensuite eh bien, quittait la partie qui est derrière la chambre et derrière la balustrade, pardon. Et vous l'apercevez peut-être là, il y a une ouverture dans la balustrade, on a une porte. Et le roi venait s'installer devant la cheminée, un grand fauteuil lui était destiné, et c'est alors que le petit lever pouvait commencer. Des hommes de la cour entraient, en fait très peu nombreux. Quand je dis des hommes de la cour, ce sont les hommes de la famille royale, les courtisans qui ont les charges les plus importantes. Et au cours du petit lever, le roi était en principe coiffé tous les matins et surtout un matin sur deux rasé. Louis XIV, au moment du petit lever, ne portait pas une grande perruque comme celle que nous voyons sur le portrait de marbre ici. La perruque du petit lever était donc une perruque assez courte. Ensuite, d'autres hommes entraient, c'était le moment du grand lever du roi et le roi était alors habillé, on lui apportait son déjeuner, des prières étaient à nouveau récitées et à la fin du grand lever, quand le roi devait prier à nouveau, eh bien, il refranchissait la balustrade pour s'agenouiller sur un double coussin à côté de son lit. Donc, la pièce était le cadre des cérémonies du lever, du coucher également, à partir de 11h le soir. Et au moment du coucher, que le roi faisait choisir par le premier valet de chambre un courtisan à qui un bougeoir avec deux bougies, un bougeoir à double bobèche, était remis. C'était une façon, alors comme le disait le duc de Saint-Simon, de donner de l'importance à des riens, mais c'était une manière de mettre en avant un personnage important. Alors la chambre était aussi un lieu où le roi prenait un repas en milieu de journée. Là, voilà, je vais reprendre un peu le 360 pour refaire
vivre tout cela. Donc, je voudrais vous montrer un peu mieux le côté fenêtre. Bon, j'ai l'impression que je vais aussi mal m'en sortir que tout à l'heure. Donc, bon. Oui, donc c'est près de la fenêtre centrale ici, qui était vers 1 heure de l'après-midi, installée une petite table permettant au roi de prendre un dîner, un petit couvert. Le petit couvert, c'est un repas au cours duquel le roi, alors selon l'étiquette, hein, selon les usages de la cour, c'est un repas au cours duquel le roi est seul assis à table, mais quelques hommes viennent le regarder. Et en l'occurrence, si le frère du roi, monsieur, était présent lors du petit couvert, eh bien qu'il pouvait tout de même s'asseoir sur un tabouret, hein, pas plus. Alors, monsieur n'a pas beaucoup fréquenté la pièce dont je vous parle dans l'état actuel, puisqu'il est mort en 1700. Alors, autre chose, il n'y avait pas donc cette cheminée quand la pièce est devenue une chambre sous Louis XIV ici, mais une sorte de table. Et si le roi était malade, donc on le soignait, hein, dans sa chambre. Et si le roi était vraiment trop malade pour pouvoir se rendre quotidiennement vers 10 heures le matin à la messe, à la chapelle, eh bien la messe était célébrée dans sa chambre. Et donc là, cette table sur laquelle on posait aussi un en-cas pendant la nuit, eh bien cette table pouvait servir comme autel, hein, permettant à l'aumônier de célébrer la messe. Alors, du roi, bien sûr, mais une vie, vous l'avez bien constaté, même si je vous raconte tout cela extrêmement vite, marquée par l'étiquette. Hein. C'est là aussi que s'exerçait pleinement l'emprise que le roi souhaitait avoir sur les courtisans, sur cette haute noblesse, hein, que Louis XIV essaye de fidéliser à Versailles. Et dans la chambre du roi pouvait avoir lieu un certain nombre de cérémonies permettant de recevoir. Alors attendez, ça, je ne voulais pas l'ouvrir tout de suite, raté, et voilà, j'espère cette fois-ci, c'est le bon. Voilà, je voulais garder un semblant d'ordre chronologique. Voilà à l'écran maintenant une tapisserie qui fait partie d'une tenture, la tenture de l'histoire du roi, qui a été réalisée au Gobelin d'après des modèles donnés par Charles Lebrun. Ce sont les grandes heures du début du règne personnel de Louis XIV qui sont évoquées et ici notamment est rappelé qu'un événement de première importance aux yeux de Louis XIV, à la fin du mois de juillet 1664, le roi, que vous voyez assis ici dans un fauteuil à côté d'un lit, derrière la balustrade qui est ouverte, le roi écoute avec une relative attention ce personnage religieux en train de lire un texte. Il s'agit en fait du cardinal Chigi, qui était le neveu du pape Alexandre VII. Louis XIV lui a accordé le 27 juillet 1664 une audience de balustre. Voilà, si vous voulez perfectionner votre étiquette, hein, vous notez bien ce terme, audience de balustre. C'est la conséquence en fait d'un incident diplomatique assez fâcheux. Quelques mois auparavant, à Rome, l'un des gardes de l'ambassadeur de France avait été assassiné par un garde corse du pape. Donc, vous voyez le désordre. Et en vertu d'un traité, eh bien, il était convenu que le pape ferait présenter directement des excuses au roi de France. Donc, c'est à cette scène que nous assistons. Et vous remarquez donc le décor d'une chambre royale. Alors, bien sûr, 1664, ça ne peut pas être la chambre que nous avons vue plus en détail au château de Versailles. La scène se déroule au château de Fontainebleau, mais l'aménagement ressemble beaucoup à ce qui sera fait ensuite à Versailles dans la chambre de 1701. Donc, nous trouvons toujours ce principe du balustre, le lit dit à la française, avec les bouquets de plumes d'autruche que je ne vous avais pas mentionné tout à l'heure. Ça, c'est du dernier chic. C'est très cher aussi, les plumes d'autruche. Donc, c'est un luxe supplémentaire. Et remarquez comment donc, l'assistance se trouve derrière la balustrade. Ça, je ne voulais pas rappeler tout à l'heure en évoquant le lever du roi, mais que, bien sûr, lorsque des courtisans pénètrent
pénétraient dans la pièce, ils étaient tenus de rester du côté vide de la pièce. Alors, autre événement, voilà le retour de l'image que je vous montrais rapidement tout à l'heure, une audience royale qui se déroule encore au château de Fontainebleau. Je suis désolée, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'événements représentés se déroulant dans la chambre de Versailles. Mais là, nous sommes à la fin du règne de Louis XIV. On est 50 ans plus tard. À la fin du mois de septembre 1714, Louis XIV est ici, sa belle-sœur, Madame, la princesse Palatine. Et la princesse Palatine est en train de présenter à Louis XIV le fils de l'électeur de Saxe, Auguste Lefort, roi de Pologne. Ce personnage, donc Frédéric Auguste de Saxe, a fait un grand tour en Europe, pour lequel il s'est converti au catholicisme, et arrivé donc le 26 septembre à Fontainebleau, eh bien, Madame, la belle-sœur du roi, le présente à Louis XIV. Est-ce que pendant que je parlais, vous avez regardé un peu le décor? Eh bien, que Louis de Sylvestre, peignant ce sujet, l'a situé dans le décor de la chambre du roi à Versailles. Et vous voyez, sur le plan symbolique, je trouve ça extrêmement intéressant. D'une certaine manière, la chambre de Versailles, à partir de 1701, par son aménagement, devient un peu l'archétype de la chambre royale. Et même si la scène est censée se dérouler au château de Fontainebleau, c'est le décor du château de Versailles qui apparaît. Voilà, et puis un autre sujet aussi, je regarde un petit peu ma montre, oui, je ne peux pas abuser de votre patience et vous lasser trop. Voilà une toile de François Marot, une scène tout à fait versaillaise. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Louis XIV, en 1693, a instauré un nouvel ordre militaire, l'ordre militaire de Saint-Louis, et un petit peu plus d'un an après l'institution, eh bien, les premiers chevaliers, les premiers membres sont en train d'être introduits dans l'ordre. Le roi est ici, vêtu de noir. Barbézieux, qui était le fils de Louvois et qui, après la mort de celui-ci, était devenu donc le secrétaire d'État à la guerre, Barbézieux est en train de lire les noms de ceux qui vont recevoir cet ordre. Ce sont pour la première promotion les membres de la famille royale principalement. Et je ne sais pas si vous voyez le geste de Louis XIV. Il tient une épée, il est en train de la poser sur l'épaule gauche de l'homme agenouillé, et puis le roi devait ensuite poser l'épée sur l'épaule droite. La scène est censée se passer en 1695, mais François Marot, représentant le sujet en 1710, situe l'événement dans le décor de la chambre que je vous ai très longuement décrite. Et vous remarquez notamment la présence des tableaux que j'ai évoqués tout à l'heure, le roi David et puis le Saint-Jean à Patmos qui est ici. Bon, il y a quelques petites différences, ça je vous l'accorde, mais on retrouve quand même l'idée des personnages sculptés, le groupe qui est là, dont je vais vous parler maintenant dans la dernière partie de cette présentation. Alors, en effet, une chambre royale, ce n'est pas une pièce tout à fait comme les autres. Et il y a des éléments qui, bien sûr, sont très caractéristiques, très symboliques aussi. Il y a un élément dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est cette balustrade, balustrade ou balustre, on peut employer vraiment les deux termes. Elle est en bois doré, elle a été refaite d'après un modèle partie en fait qui subsistait. Elle s'ouvre à deux reprises, à deux endroits. Attendez, je vais fermer le grossissement pour resituer les endroits où la balustrade s'ouvre, ici et puis de l'autre côté, comme vous l'aviez déjà aperçu sur un précédent visuel. Donc cette balustrade sépare une partie privée, une partie publique dans la pièce, une partie
sacré, une partie profane, hein, un peu comme dans une église, le chœur et puis la nef. Enfin, je ne veux pas voir du religieux, hein, et du sacré partout, mais il ne faut pas perdre de vue tout de même que la monarchie française, sous l'Ancien Régime, repose sur le principe du droit divin. Enfin, le roi se sent investi et convaincu d'être investi de son pouvoir par Dieu. Et donc, vous remarquerez là quelques détails, bien sûr, la couronne royale, les fleurs de lys aussi qui ont été sculptées. Alors, la balustrade dans l'aménagement des résidences royales apparaît dès l'époque de la Renaissance, notamment au moment de ces fameuses guerres de religion, où une nécessité de protéger le roi était vraiment là. Et c'est au XVIIe siècle que la balustrade prend place de manière fixe dans la chambre du roi. Mais c'est d'abord conçu comme un élément de protection qu'on mettait notamment à la fin du XVIe siècle autour de la table du roi quand il mangeait en public. Alors, je reviens au lit ensuite. Eh bien oui, le lit, c'est un élément symbolique. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, ça vous viendrait l'idée de saluer votre lit lorsque vous passez dans votre chambre. Bon, enfin, oui, ça peut paraître peut-être un peu farfelu, hein, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais le lit royal, quand le roi n'est pas là, on est prié de le saluer, surtout si on est une dame. Hein, voilà. Il ne faut pas oublier cet aspect très, très important. Le lit représente le roi et c'est une survivance aussi de ce qu'étaient ce qu'on appelait les lits de justice sous l'Ancien Régime. Il y a des caméras, pas des caméras, mais des micros qui reviennent. Mais j'ai bientôt terminé, hein, ne vous impatientez pas. Je suppose que vous avez peut-être des questions. Je vais bientôt vous donner la parole. Donc voilà, le lit qui rappelle aussi, donc ce respect qui est dû au lit. Et puis, je voudrais bien sûr vous parler de ce groupe sculpté par Nicolas Coustou qui surmonte le lit du roi et qui est une allégorie de la France, un personnage représentant, enfin une idée représentée par un personnage, ici sous les traits d'un personnage féminin, que la France, le royaume, couronné bien sûr, vêtu d'une robe entièrement fleur-de-lysée. La France semble s'appuyer sur un écu orné des 3 fleurs de lys, un écu royal. Elle tient un rameau d'olivier. Et bien voilà, oui, la paix est de retour et on est dans une situation permettant l'abondance, la prospérité. Enfin, vous voyez les armes prises aux ennemis. Et puis, de part et d'autre, des Poutis sont en train de retenir l'équivalent du manteau royal. Vous savez, ce manteau qui est représenté sur les portraits des souverains en costume de sacre. Là, nous ne voyons pas le velours bleu à l'extérieur, mais nous le distinguons un petit peu, avec quelques détails de fleurs de lys, mais surtout, c'est la fourrure d'hermine que nous voyons à l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques Bretons parmi vous, mais vous reconnaîtrez des petits symboles de l'hermine ici. Donc la France, eh bien, elle veille, la France triomphante, veillant sur le sommeil du roi. C'est une façon de rappeler que le roi, eh bien, c'est un homme en chair et en os qui va incarner cette fonction de souverain pendant son existence, mais c'est une charge, il est au service du royaume. Et souvenez-vous de la phrase qui était prononcée lorsqu'un souverain disparaissait: le roi est mort, vive le roi. Et bien que dès l'instant même du trépas, le successeur était investi de cette fonction. Alors, je voudrais vous montrer encore quelques éléments. Regardez ici, dans les parties supérieures, sous la corniche notamment, la couronne de David. Vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure du tableau montrant le roi David, en vous disant que c'était le premier roi sacré de la Bible. Donc c'est une façon aussi, en représentant les couronnes de David à plusieurs endroits dans la pièce, de bien ancrer la royauté française dans sa dimension religieuse et sacrée. Regardez aussi, alors là on rejoint la mythologie,
maintenant, le masque solaire, les aigles. Je ne sais pas si ça, c'est vraiment un détail qu'on a beaucoup de mal à voir quand on est dans la pièce, à moins de venir avec une paire de jumelles. Mais il y a des aigles, des têtes d'aigle de part et d'autre du foudre. Vous savez, l'emblème de Jupiter, donc, associer le roi à Jupiter. Tout de même, l'associer Dieu des dieux, c'est un peu le minimum attendu. Voilà, et nous avons, je ne sais pas pourquoi je reviens là, je voulais vous montrer, bon là on va terminer avec des détails extrêmement simples, bien connus de tous et bien visibles aussi, les doubles L qui sont sculptés sur les volets, sur les manteaux des volets, donc L dans un sens, l'autre à l'envers, Louis le Grand, ça fait aussi comme Alexandre le Grand, vous voyez qu'il y a une façon de rappeler que le roi, mais aussi des personnages symboliques auxquels il peut se rattacher. Oh, mais je suis un peu fâchée, moi, avec... mais oui, j'ai compris. Voilà, donc ça y est, c'est bon. J'arrive à ce que je voulais. Et en terminant, eh bien, nous avons là au-dessus des fenêtres le masque solaire qui est sculpté. Cette tête qui rappelle Apollon, évidemment. Voilà, je ne vous épargne pas le roi soleil, vous voyez, nous y sommes. Voilà, et puis donc pour finir, on va revenir à une vue d'ensemble de la pièce, faire un dernier petit tour. Donc, je suis toujours aussi médiocre pour arriver à vous montrer les fenêtres. Je crois que vraiment, c'est une cause perdue pour moi aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, ce que je voulais donc pour terminer, eh bien, c'est vous rappeler aussi que cette pièce a été alors, je vais peut-être réussir à vous montrer les fenêtres. Ça y est, je suis très fière de moi. Ne vous en doutez pas, mais vraiment, je jubile. Donc voilà, quand même, au-dessus des fenêtres de la partie inférieure, les 3 fenêtres hautes, bon, ça va vous paraître un peu décousu, mais tant pis, je voulais vous les montrer, donc c'est fait. Nous avons des fenêtres hautes dont la partie supérieure présente un plan rabaissé de façon à diriger la lumière vers le bas de la pièce. Voilà, oui, puis ces fameuses fenêtres, eh bien, c'est à ces fameuses fenêtres, cette fenêtre notamment du centre de la pièce, c'est à cette fenêtre que le roi Louis XVI, je vais vous rappeler la fin de l'histoire royale de Versailles, c'est à cette fenêtre qui mène sur le balcon, je l'ai perdu, ça y est, c'est à cette fenêtre centrale que le roi Louis XVI va se présenter à la foule parisienne. Souvenez-vous du contexte des journées d'octobre. Louis XVI va se présenter au balcon de la chambre dite de Louis XIV le matin du 6 octobre. La foule est réunie dans la cour de marbre. Le roi se présentera au balcon, puis la reine avec ses enfants, puis la reine seule. Et puis enfin, quelqu'un dans l'assistance, dans la foule, criera, a crié plutôt que le roi à Paris, et Louis XVI est alors retourné au balcon de cette chambre pour eh bien, assurer que ses fidèles sujets que désormais il allait quitter Versailles pour s'établir à Paris. Donc voilà, c'est un lieu qui marque aussi, vous voyez, la fin de l'histoire royale de Versailles. Bien, eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette très longue présentation. J'espère, oui, c'est un petit peu plus long que je ne le pensais. J'espère ne pas vous avoir trop accablé par toutes ces images. J'espère que vous avez trouvé un plaisir à découvrir un certain nombre de détails dans cette chambre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et alors, ce que je vais faire, je vais remettre ma caméra et je pense que je vais revenir à l'écran. Ben oui, si, il faut que je me fasse sortir. Excusez-moi, je suis vraiment en amateur. Non, qu'est-ce que je fais pour afficher Attendez, je vous laisse faire. Ah oui, voilà, c'était ça. Ça y est, nous y sommes. Bon, je crois que vous êtes assez nombreux. Je ne vous ai pas tous perdus. Je suis ravie.
Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très interactive de la chambre du roi, des décors peints, du mobilier. On a vraiment fait le tour hein, de tous les détails. Donc merci beaucoup. Je vous invite pour ceux qui le souhaitent à rallumer vos caméras, peut-être vos micros pour ceux qui auraient des questions sur un ou des éléments qu'on a. Aucune question, non. Peut-être, j'en ai vu passer une, dans plusieurs d'ailleurs dans le chat, des questions. Peut-être que je peux vous les lire et puis je vous laisse la main pour y répondre par la suite. N'hésitez pas, bien sûr. Alors, j'ai une question sur comment comprendre le placement des peintures d'un tel format à l'attique, si loin des regards qu'elles ne sont pas mises en valeur, et avait-elle une valeur davantage symbolique qu'esthétique? Ça, c'est la première question. Alors, c'est un point qui est très important et en fait, on a peu d'éléments de réponse. C'est vrai que Versailles était aussi le lieu de la présentation d'une grande partie des collections royales et on se dit que des peintures d'une telle qualité auraient dû être à hauteur de regard, bien évidemment. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi elles sont placées dans la partie haute, si ce n'est parce qu'on sait au moins que globalement, on les voit hein, quand elles sont à cet endroit-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cela reflète le goût personnel de Louis XIV en matière picturale. À l'époque où la pièce était déjà un salon, hein, c'était une pièce que le souverain utilisait, et a fortiori, encore plus quand c'était sa chambre. Mais on a malheureusement peu d'éléments de réponse à votre question, qui est vraiment très, très pertinente. On a aussi une deuxième question d'une personne qui demande déjà qui vous remercie pour la présentation et qui ajoute Louis XV et Louis XVI ont-ils gardé les mêmes tableaux que Louis XIV ou ont-ils apporté des modifications dans la décoration iconographique de la pièce? Non. Les seules transformations, ça a été le renouvellement des meubles hein, au sens mobilier comme aujourd'hui, parce que le mobilier de Louis XIV avait été donné à la mort du roi, et puis transformation des cheminées, mais sinon, en ce qui concerne les décors peints, rien n'a été transformé. En fait, la chambre de Louis XIV, comme la galerie des glaces, comme les salons des grands appartements du roi, sont considérés un peu comme des pièces historiques. Alors, le terme n'est pas tout à fait propre, on ne l'emploie pas au XVIIIe siècle, mais ce sont des pièces qui incarnent vraiment l'exercice de la dignité royale. Vous voyez, donc on ne modifie pas ce qui a été créé sous Louis XIV. Très bien. Un autre participant demande s'il reste des traces d'époque du château de Louis XIII. Alors, dans l'actuelle chambre du roi, rien du tout, rien. Et il y a d'autres endroits du château, quelques traces, mais vraiment très, très partielles, de décors peints qui ont pu être retrouvés. Quand on est dans l'appartement du capitaine des gardes, par exemple, au rez-de-chaussée, on aperçoit quelques traces d'anciennes poutres peintes. Ça a été retrouvé un peu au hasard des restaurations hein, qui ont été menées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, alors bien sûr, l'architecture brique et pierre est censée être celle de l'époque de Louis XIII, mais bon, vous vous doutez bien que les éléments purement authentiques du début du XVIIe sont quasi inexistants dans les matériaux. Oui. Alors ensuite, on a une autre question. Est-ce que les symboles royaux ont-ils été bûchés avant d'être rétablis? Oui, ça, tous les décors, tous les détails, tous les symboles avaient été ratés, bûchés à la Révolution. Ça a été rétabli. Autre question, on vous remercie encore une fois pour cette conférence très intéressante. Et la personne ajoute, est-il envisagé de procéder à une restauration d'envergure de cette pièce, comme vient d'en bénéficier récemment le cabinet du roi? Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. La dernière restauration, c'est vrai, elle a 40 ans hein, maintenant. Ce n'est pas tout à fait une jeune fille, cette restauration. Mais dans l'immédiat, je crois qu'il n'est pas question de quoi que ce soit. Non. D'accord. Alors, je vois encore une autre question dans le chat. Encore une fois, on vous remercie pour cette présentation. Et
décidément. Ne me remerciez plus. Et la personne voudrait savoir, se demande en tout cas si l'état de la chambre sous Louis-Philippe était le même que celui que l'on voit sur la photo prise sous le Second Empire. Oui, 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 tout à fait. C'est parce qu'on n'a pas de vue de l'époque de Louis-Philippe qu'on a inséré dans le montage les vues du Second Empire. Oui, oui, il y a très peu de différence. Et par ailleurs, est-ce que la cheminée initiale était celle située du côté de l'œil de bœuf? Oui, la première cheminée, quand c'était le salon, était côté œil de bœuf. Quand Louis XIV décide de faire du salon sa chambre, la cheminée déménage, elle part de l'autre côté, contre le conseil. Et à l'époque de Louis XV, on établit les deux cheminées actuelles telles qu'elles sont. Oui, parce que la dernière question, c'était, et le modèle de meuble reproduit était-il d'époque Louis XV ou Louis XVI? Le meuble, les tissus, c'est cela. Alors, les tissus actuels correspondent à un modèle du début du règne de Louis XV. Oui. Et en fait, quand on a retrouvé pendant le tissage des brocards chez un antiquaire un morceau d'un brocart, on pensait qu'on avait mis la main sur le bon tissu. Et finalement, il s'est avéré que c'était le modèle du dernier brocart fait en 1785. Bon, là, j'ai une chance sur deux de vous avoir perdu totalement. Ouais. J'essaie de me dire que j'ai été claire et cohérente dans ce que je viens de vous dire. On s'y perd tous dans ces histoires de brocart. Enfin, donc, bref, le brocart qui est actuellement dans la pièce correspond à un modèle du début du règne de Louis XV qui est très proche, d'après les descriptions, de ce qui avait été fait quand Louis XV s'est réinstallé à Versailles en 1722. D'accord, merci beaucoup. Et puis, on a encore une autre question qui porte sur la maquette de la chambre du roi. Et on vous demande si elle est exposée dans les salles au rez-de-chaussée au-dessous des salles 17e. Est-elle d'époque 1700? Je crois que c'est une maquette qui représente la chambre. Ah, je ne sais plus. Oui, non, là, je vais rien vous dire parce que j'ai un grand doute tout d'un coup. J'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt un état Louis-Philippe, non? Mais je suis peut-être en train de vous dire tellement n'importe quoi que je préfère ne pas vous donner de réponse. Je suis désolée, mais là, vous atteignez ma limite. Si je la voyais, la maquette, en fait, mais je ne l'ai plus en fait à l'esprit, c'est ça qui est un peu ridicule. On a un participant qui nous dit qu'elle date du 20e. Bon, alors, voyez, c'est encore mieux. Il faut que tout le monde participe. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres points que vous aimeriez peut-être approfondir, qu'on a vu dans la présentation. Est-ce que... Vas-y, répète ta question. Ma question bête. Est-ce que le roi, dans sa chambre, prenait le petit déjeuner? Ah oui, 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 ça j'en ai à peine parlé. Effectivement, le matin, à la fin de la cérémonie du lever, on apporte au roi son déjeuner et dans une écuelle en vermeil. Hein, eh bien, on servait au roi alors soit de la tisane, soit du bouillon. Si vous aimez la sauge, eh bien Louis XIV lui aussi aimait bien le matin boire une tisane de sauge. Ah oui, bon. Oui, oui. C'était assez frugal, hein, vraiment. Les repas étaient, alors quand c'est l'inverse de la diététique actuelle, les repas étaient beaucoup plus consistants en fin de journée qu'en début de journée. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie. Merci. La reine voulait-elle dans la chambre? Là, il y a des interférences sonores. Ah oui, alors le lustre, je vois la question qui apparaît. Le lustre, c'est une reproduction du lustre du début du règne de Louis XV. C'est pas le modèle Louis XIV. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est tout. Hein. Arrêtez-moi si jamais quelqu'un a une nouvelle question. Mais...
Je ne vois rien jaillir à l'écran non plus. Je ne vois rien, je vois personne allumer sa caméra soudainement et vouloir prendre la parole. La reine venait-elle dans la chambre? Oui, la reine, je l'ai oublié, mais oui, la reine, quand même, vous avez bien raison. Vous voyez, là, à force de parler du roi et de sa chambre, il n'y a plus de reine, ça y est, c'est fini. Alors, oui, la reine, elle ne vient pas dans la chambre du roi. En principe, les dames n'ont rien à faire dans la chambre du roi. Et la reine avait sa propre chambre dans son appartement officiel. Et la chambre conjugale, c'est la chambre de la reine. C'est ce que j'appelle pudiquement le lieu de la continuité dynastique, puisque le roi va dormir avec la reine, en tout cas coucher, qui sont les choses, clairement, avec la reine, dans la chambre de la reine. C'est très amusant d'ailleurs, quand le roi se rendait chez la reine, son premier valet de chambre, voyez-vous, l'accompagnait en emportant le pot de chambre du roi, son haut de chausse et son épée également, on ne sait jamais. Voilà. Oui. La chambre conjugale, oui, c'est la chambre de la reine. Et le lit de la reine, je ne vais pas tomber dans les détails trop triviaux évidemment, mais le lit de la reine est un lit qui est plus grand, plus large, c'est un lit double par rapport au lit du roi qui est un lit simple. Le lit de Louis XIV, j'ai oublié de vous donner les dimensions. Souvent, les personnes ont l'impression qu'il est tout petit, mais la pièce est tellement grande qu'on ne s'en rend plus compte. Le lit de Louis XIV fait 2,20 m sur 2,40 m et je crois 3,70, 3,80 de haut. Le lit de la reine est beaucoup plus large. Ah oui, j'ai une question aussi. Je sais que le roi, il a eu des amantes, pas mal d'amantes. Et où est-elle? Dans quelle chambre? Alors, en fait, l'usage veut à l'époque que normalement, ce soit l'homme qui se déplace chez la dame. Voilà, donc le roi n'est pas censé recevoir dans sa chambre toutes ses conquêtes féminines, mais c'est lui qui va dans la chambre de la reine, on peut avoir cette option-là, ou dans la chambre de la favorite dont il a fait la conquête. Et la reine, en tout cas, et les autres dames, a priori, n'avaient pas de raison de venir dans la chambre du roi. Ah oui. Et la chambre des favorites, elle était dans le château de Versailles ou c'était ailleurs et le roi En devait… fait, les maîtresses royales ont été en général logées au château, enfin celles qui étaient vraiment des personnages de la cour. Sous Louis XIV, si on prend Madame de Montespan, je vais parler surtout du Versailles tel qu'il devient résidence officielle, mais Madame de Montespan avait des appartements au château. L'appartement des Bains a été occupé par elle également au rez-de-chaussée après sa… un peu éloignée de sa fonction de maîtresse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus Madame de Maintenon, qui, avant même d'être la seconde épouse du roi, a été sa favorite. Son appartement était au premier étage, de plein pied, quasiment, avec l'appartement du roi et à proximité de l'appartement de la reine. Donc oui, les maîtresses royales, quand il s'agit de passage, simplement de passade, même on pourrait dire, ne sont pas forcément logées au château, mais sinon, quand ce sont des dames qui font partie de la cour ou qu'on a réussi à présenter, si on extrapole un petit peu à l'époque de Louis XV notamment, Madame de Pompadour, Madame du Barry n'avaient rien à faire initialement à la cour, elles ne sont pas de ce milieu-là, mais du fait qu'elles avaient été présentées, elles avaient pu obtenir ensuite un logement de faveur. Donc, oui, quand c'est une maîtresse vraiment, on va dire, en titre, celle-ci a un appartement, c'est l'appartement que le roi fréquente. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Donc,
Alors, je ne vous ai pas parlé aussi de la chambre en tant qu'ensemble de personnes qui intervient dans la chambre du roi. Sous l'Ancien Régime, quand on dit la chambre, ça peut être la pièce en tant que telle, mais ça peut être aussi l'ensemble du personnel qui fait partie de la maison du roi, et avec une hiérarchie. Le premier gentilhomme de la chambre était un courtisan très très haut rang qui supervisait un personnel assez nombreux, deux valets de chambre, premier valet de chambre, etc. Et ça va jusqu'aux garçons qui font le lit du roi ou aux valets tapissiers qui sont chargés, alors eux, de replier les draps au bout du lit. Enfin bref, chacun avec une menue tâche à effectuer. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir terminer cette conférence. Encore un grand merci à vous de nous avoir présenté cette chambre du roi qui est quand même un endroit stratégique à Versailles. Donc merci encore et en plus avec une super présentation très interactive. Donc merci beaucoup. C'est pas toujours un exercice facile, on le sait à distance comme ça. Et puis merci à vous tous de participer à ces conférences et à continuer à entretenir le lien avec Versailles. Et on espère bientôt pouvoir tous se rendre au château. Hein. On n'attend que ça, vraiment avec impatience, je crois. J'en profite aussi pour vous dire que la prochaine conférence des Amis de Versailles a lieu le 6 mai prochain et qu'elle portera sur la prochaine exposition qui s'appelle Dessins pour Versailles 20 ans d'Inquisition, qui commence normalement au mois de juin au château de Versailles. Ce sera une présentation donc exclusive sur cette exposition qui, on l'espère, pourra commencer en juin et qu'on a hâte du coup de découvrir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Encore merci pour votre présentation et puis à très bientôt, je l'espère. Voilà, Merci. Je vous dis au revoir également, puis merci de nous avoir rejoints. Et puis donc à bientôt, très certainement. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.